L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner et de soutenir le podcast. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Je suis très contente, vous êtes la première chef, la première chef du jury qu'on reçoit dans ce hors-série spécial Top Chef. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Écoutez, ça va être très simple. Moi, je suis Stéphanie Lequelec, j'ai 42 ans. Je suis maman de 3 enfants, chef de cuisine d'un restaurant 2 étoiles qui s'appelle La Seine à Paris, avenue Matignon, d'un autre restaurant qui s'appelle Vive dans le 17e, d'une maison de cuisine dédiée à la cuisine de maison qui s'appelle MAM. J'ai gagné Top Chef en 2011 et j'ai rejoint le jury sur cette saison 15. Qu'est-ce qui vous pousse à candidater à cette saison 2 de Top Chef ? À l'époque où c'était même pas encore stylé. Absolument, à l'époque où on a tout essayé, où on a un peu essuyé les plâtres. C'est vraiment un pari en famille en fait. Moi, je me voyais absolument pas faire d'abord de la télé, même si j'étais très concours, mes concours de cuisine, les vrais concours de cuisine entre guillemets à l'époque, parce que c'était très inconnu Top Chef pour nous. Mais il y avait déjà eu une saison 1 qu'on avait regardée, que j'avais regardée. Et c'est vraiment lors d'un déjeuner du dimanche en famille que mon beau-père, le père de mon mari, me dit « Ah, ils sont en plein casting de Top Chef, saison 2. Tu devrais t'inscrire, je suis persuadée que si tu y vas, tu gagnes. » Je lui écoute, Jean, franchement, c'est pas pour moi. Enfin, moi, je suis une ancienne timide. En plus, à cette époque-là, vraiment, je suis pas quelqu'un qui est très expansif ou qui est prête à ça. Donc, je lui dis, écoute, je pense pas. Il me dit, t'as peur, etc. Et on part une bouteille de champagne que tu t'inscris. Je lui écoute, qu'est-ce que je ferais pas finalement pour une bouteille de champagne? Donc, il m'a inscrit l'après-midi même. J'ai gagné mon pari. Il m'a payé ma bouteille de champagne. Et puis, je me suis dit, je suis tranquille, c'est de la télé, ils vont jamais m'appeler. Or, effectivement, le casting de Top Chef m'a appelé. Puis alors après, on se prend au jeu, en fait. On se dit, bah tiens, jusqu'où je vais aller dans le casting. Ouais, c'est vrai. Donc on passe une étape, puis 2, puis 3, puis on se retrouve à Paris. Et puis quelques jours avant le tournage, on est début octobre. Moi, je travaillais dans le sud de la France à cette époque-là. Je reçois un coup de fil pour me dire, Stéphanie, t'es dans les 14, on tourne dans une semaine. J'ai 28 ans à l'époque. Je suis maman de 2 enfants à cette époque-là. Enfin, j'ai une vie, je suis inscrite au meilleur de France. Enfin, je leur dis, écoutez, moi, il me faut 48 heures parce qu'en vrai, je sais pas si je me projette dans l'aventure. Je l'ai pris un petit peu à la légère, je me suis piquée au jeu, mais c'est tout. Enfin, je suis pas persuadée d'avoir envie de le faire. Enfin, je savais pas d'ailleurs. Donc, j'ai passé un coup de fil à mon ancien chef qui m'a dit, écoute, Steph, c'est un accélérateur de carrière incroyable, la télé. Je pense qu'on est au début d'un truc, d'un cycle. Fais-le et fais-le bien, quoi. Donc, et c'est lui qui vous a convaincu de c'est lui vous qui m'a jeter à l'eau. convaincu et donc je les ai rappelés. Une semaine après, j'attaquais à Paris. Ouais. Comment on fait quand on est une grande timide ? Comment on arrive à être confortable en télé ? On n'est pas confortable. De toute façon, on n'est jamais confortable dans Top Chef. Je pense que les candidats ont dû vous le dire. C'est vrai, c'est pas le mot qu'ils ont employé. Ça déstabilise beaucoup tous les repères. Joue avec la caméra. Oui, parce qu'il y a des personnalités fortes. Et parce qu'effectivement, entre-temps, en 15 saisons, ils ont bien compris un peu la mécanique, si je puis dire. Non, quand on est une timide, on est timide au début. Donc forcément, on se livre pas beaucoup dans le concours. Enfin, culinairement, si, mais on se livre pas forcément beaucoup dans les interviews. Moi, j'étais très prudente, effectivement, sur la façon d'aborder ce que je disais pas. Enfin, j'étais très, très sérieuse, en fait. J'appréhendais ça comme un concours de cuisine avant de l'appréhender comme de la télé. Ouais, c'était la performance qui comptait avant tout. Oui, enfin voilà, je me rattachais à ma zone de confort qui était en effet la cuisine et pas forcément l'échange, le dialogue et puis le rapport à la télé. Et puis petit à petit, finalement, on intègre la mécanique, on s'y sent de plus en plus à l'aise et puis on se dévoile un peu plus jusqu'à finalement se guérir de cette timidité. Oui, j'allais vous demander ce qui vous a aidé à en parler au passé, quoi, aujourd'hui. J'avais l'impression... Parce que les gens ne me croient pas aujourd'hui quand je dis que je suis une ancienne. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et puis surtout, il y a cette expression populaire, on ne change pas les gens. Et donc, moi, j'aurais pu croire qu'une personne timide, oui, peut travailler dessus, mais il le restera toujours un peu. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment extravertie et sociable et chaleureuse, quoi. Parce que finalement, c'était probablement en moi. Finalement, ce qui passait peut-être pour de la timidité, c'était peut-être un manque de confiance en moi à ce moment-là. En tout cas, en termes d'aura, peut-être, de façon de pouvoir m'exprimer ailleurs que dans une cuisine. Puisque c'est vrai que l'endroit au monde où je suis le plus à l'aise, c'est définitivement dans une cuisine. En tout cas,
à plus forte raison à cette époque-là. Mais voilà, peut-être que j'avais quand même ça en moi et que ça l'a libéré finalement. Quand est-ce que vous vous rendez compte que c'est dans la cuisine que vous êtes à votre place ? Très tôt. Toute jeune, hein, vers 6-7 ans, mes jeux de petite fille sont plus à faire des petites pâtes sablées, des crêpes, etc. en cuisine. Et j'intègre l'école hôtelière à 14 ans. Et là, à 14 ans, vraiment, quand je rentre dans ce milieu, même s'il est très dur, même s'il est très masculin, même s'il est très hiérarchisé, tout de suite, c'est une révélation. Et comme il y a une forme de... Et c'est pas de la prétention, mais comme il y a une forme peut-être, non pas de talent, mais de prédisposition aux gestes de cuisine, finalement, d'un seul coup, les gens se mettent à me regarder pour ça. Et donc, c'est vrai que c'est l'endroit sur Terre, dès l'âge de mes 14 ans, où je me sens le plus confortable, le plus en confiance et le plus proche de ce que je suis et de moi-même, je pense. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que vous gagnez Top Chef ? Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que c'est quand même une aventure qui est très marquante d'abord, qui m'a beaucoup marquée professionnellement, personnellement. Donc effectivement, quand on se livre comme ça dans un concours, dans un challenge un peu personnel, même si on apprend de tout le cheminement, la victoire, elle est quand même extrêmement... elle est délicieuse, quoi. Je veux dire, c'est un exutoire extraordinaire. Enfin, mes enfants, on doit avoir, 5 et 6 ans à l'époque. Ils sont hyper heureux pour moi. Le regard rend fière toute ma famille, quoi. C'est assez chouette, en fait. Qu'est-ce que ça change dans votre perception de l'avenir et de ce que vous voulez faire en tant que chef ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, et c'est en ça que c'est important, et c'est en ça que j'ai toujours essayé de partager un peu cette expérience avec les candidats, alors de cette saison évidemment, mais des saisons précédentes. C'est-à-dire que je crois que c'est effectivement un accélérateur de carrière extraordinaire, que ce soit en termes évidemment de mise en lumière et de médiatisation, mais pas que. On apprend quand même à se découvrir, à se transcender, à aller plus loin en tant que cuisinière ou cuisinier dans Top Chef, ça c'est une certitude. Mais il ne faut pas quand même s'écarter du sujet principal. Il ne faut pas oublier qu'on reste des cuisinières et des cuisiniers, et il faut toujours se raccrocher au rêve initial. Moi, c'est vrai que quand je me suis lancée dans ce métier, au début, mon rêve n'était pas forcément d'être chef étoilé ou de palace, etc. C'est venu à plus tard. Mais effectivement, quand j'ai intégré le Georges V à l'âge de 19-20 ans, mon rêve a été un jour de pouvoir toucher les étoiles et en acquérir moi-même. Donc c'est vrai qu'à partir de là, même après Top Chef, j'ai pas changé forcément d'idéal, j'ai pas changé de rêve. Je me suis rattachée à ça. Je me suis servi entre guillemets de Top Chef pour continuer à faire ce qu'était mon métier et à le faire encore mieux, à le faire encore plus loin pour servir mon rêve initial. J'ai pas changé de rêve en cours de route. Est-ce que vous vous êtes pris des obstacles en cours de route ? Vous avez Toujours, trébuché comme la télé glamourise beaucoup les personnes, ça fait partie du rêve, mais parfois on peut ne voir qu'une partie de l'histoire. Donc quand est-ce que vous vous êtes pris les pieds dans le tapis et vous avez cru y rester, quoi ? Dans Top Chef ou après ? Dans votre carrière, toute votre carrière. Dans le concours, évidemment, on se prend les pieds quasiment tous les jours à chaque épreuve, parce que ça déstabilise beaucoup vos convictions et ça vous met quand même en permanence en danger. Et après, dans ma carrière, à plusieurs reprises, quand j'ai fait 3 fois le concours du meilleur œil de France, 3 fois je suis allée en finale, et pour autant vous voyez pas de bleu blanc rouge sur mon col aujourd'hui. C'est des échecs, mais des échecs qui font grandir, parce que d'un seul coup on intègre que l'échec est possible, c'est une des possibilités aussi. Donc on se raccroche à d'autres choses après, on essaye d'aller sur d'autres chemins, de se dire tiens, peut-être que mes capacités sont ailleurs, peut-être qu'il faut que je développe d'autres choses. Quand j'accroche 2 étoiles Michelin à l'hôtel Prince de Galles en 2019, en février, et que finalement la direction décide de fermer le restaurant gastronomique, après 7 ans passés à effectivement acquérir une première étoile, puis une 2e étoile, mais surtout avec toute une équipe, construire une équipe, un rêve d'équipe, un rêve ensemble comme ça, et puis d'un seul coup on vous ferme votre restaurant. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Comment on rebondit ? Il faut aller puiser en soi, effectivement, la force de faire autre chose. Et finalement, c'est toujours pour rebondir plus haut. Donc, les échecs comme ça font partie intégrante non seulement d'une carrière, mais d'une vie de toute façon. D'une vie personnelle aussi parfois. Donc il faut savoir chuter parfois pour mieux se relever. Et puis, je crois que chaque expérience est très formatrice, en fait. Et moi, chaque marche un petit peu difficile à gravir a été non seulement un bonheur à gravir quand on y arrive, et puis m'a permis à chaque fois de monter plus haut. Je me demande dans quelle mesure la résilience se travaille. Parce que je n'aime pas l'idée qu'il faille galérer ou
ou se prendre des murs pour développer ce muscle-là, parce qu'il va vraiment se faire mal à un moment. Donc je pense que déjà, apprendre des autres, c'est une façon de le faire. Donc je serais curieuse de savoir ces 3 échecs, ou en tout cas, j'aime vraiment pas le mot échec, mais bon, peut-être qu'on l'a juste galvaudé, mais les 3 essais au meilleur ouvrier de France, dans quelle mesure vous changez de comportement après chacun de ces échecs? Bah, peut-être que je change pas, justement. C'est peut-être ça. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites forcément, vous le prenez forcément d'une certaine manière la première fois? La première fois, je me dis, c'est très rare de l'avoir du premier coup, donc on y va un peu pour voir la première fois. On arrive en finale, c'est chouette, c'est génial. Probablement un manque de maturité à ce moment-là, techniquement, purement techniquement, culinairement, et puis de maturité peut-être en général. La deuxième fois, je pense que ça aurait pu être la bonne, mais pour le coup, 42 fièvres, vraiment pas bien. Mais c'est comme une espèce de Ouais. Quand les planètes s'alignent pas, elles s'alignent pas, quoi. Et je pense que la deuxième fois aurait dû être la bonne. C'était un thème qui était chouette, c'était une belle cuisine, c'était voilà. Sauf que ce jour-là, bah, je dors pas depuis 48 heures, j'ai 42 fièvres, donc je suis pas en possession de mes moyens et j'y arrive pas, en fait, j'y arrive pas. Vous arrivez à accepter cette injustice? Bah ouais, parce qu'il y a une forme de fatalité, en fait. Il y a une forme de fatalité. Je crois qu'il faut pas aller contre nature, donc j'y retourne quand même une 3e fois. Et puis la 3e fois, pareil, une espèce de truc. Les demi-finales, à chaque fois, je les survole. Et puis, je sais pas, la finale, peut-être la peur de gagner, j'en sais rien. Enfin, il y a des trucs comme ça qui fait que je me dis que c'est pas pour moi, en fait. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand ils échouent? Bah, qu'il faut réessayer. Qu'il faut réessayer. Bien l'exemple. Ouais, qu'il faut réessayer parce que, en tout cas, échouer une fois, c'est pas vraiment échouer. Je pense que c'est essayer. C'est essayer, c'est tenter sa chance et puis s'apprendre à se connaître aussi un peu mieux. Donc il faut réessayer ou alors il faut faire autrement. Mais en fait, il faut pas. Je crois qu'il faut quand même pas abandonner dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des rêves qu'il faut pas abandonner. J'ai pas l'impression que d'avoir échoué au meilleur ouvrier de France m'ait fait abandonner mes rêves. Même si c'en était un, je pense que c'était pas forcément non plus, tout ne reposait pas là-dessus. Ouais. Je pense qu'il faut aussi arriver à avoir une construction de vie d'une manière générale, parce que la carrière, le côté professionnel, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il arrive à s'imbriquer dans un grand système qui est notre vie tout simplement au sens très large. Et aujourd'hui, je crois que ce qui fait que je me sens assez à l'aise et assez épanouie et heureuse dans ce que je suis aujourd'hui, c'est que ma vie n'est pas reposée que sur un concours, que sur des étoiles, que sur être chef de cuisine ou être chef d'entreprise, etc., ou être maman, ou être épouse, etc. C'est d'avoir réussi à trouver une espèce d'équilibre entre tout ça, de n'avoir sacrifié ni ma carrière, ni ma vie personnelle. Aujourd'hui, ma vraie fierté et mon épanouissement, il est surtout là-dedans. Donc après, effectivement, les petits échecs, les rêves auxquels il faut parfois renoncer pour en nourrir peut-être d'autres. Ouais. Est-ce que vous parlez de cet équilibre aujourd'hui? Vous avez déjà été en déséquilibre? Non, mais quand on est... Enfin, oui et non. Je pense que quand on est en construction... ou de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire ou de sa vie de famille ou de sa carrière, forcément, il y a un moment où il faut mettre l'autre entre parenthèses. C'est très compliqué d'avoir l'osmose parfaite tout au long d'une vie. Donc, quand on est dans une phase de construction professionnelle, par exemple, c'est vrai que ça demande parfois un petit peu d'agilité avec sa vie personnelle et inversement. Donc, oui, probablement que dans ma vie, il a fallu parfois non pas faire des choix directs, mais de parfois savoir un peu manager tout ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un sentiment de plénitude à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout a réussi à trouver sa place et il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas l'un ne prend pas le pas sur l'autre. Ouais. Quand est-ce que vous avez décidé ou voulu d'être non seulement chef, mais d'être aussi entrepreneur? Alors, ça, c'est vrai que ça arrive vraiment en 2019, après cette 2e étoile et mon départ de l'hôtel Prince de Galles, un peu précipité finalement, où là se pose une vraie question. J'ai 2 belles possibilités, 2 très belles places à Paris qui s'offrent à moi, avec le sentiment d'avoir quelque chose à y faire. Et en même temps, j'ai eu mon dernier fils à 35 ans, donc 2 ans avant, en 2017. Et déjà... commençais à se poser la question gentiment dans ma tête. Tiens, est-ce qu'aujourd'hui, tu es complètement en phase avec ce que tu fais? Est-ce que finalement, ta carrière s'est pas un peu étiolée? Tu t'es pas écarté un petit peu de pourquoi tu as fait la cuisine? Pourquoi tu as choisi ça à l'âge de 14 ans? Est-ce que tu n'arriverais pas quand même à remettre un petit peu du lien dans tout ça? Est-ce que pour arriver à ça, il faudrait pas un projet un peu plus personnel? Ça me trottait dans la tête, mais
sans forcément être quelque chose d'immédiat ou une envie vraiment hyper concrète et urgente. L'urgence arrive un peu effectivement avec mon départ du Prince de Galles, où là, il y a deux possibilités. Effectivement, soit continuer la voie salariée, très belle place à Paris, super, et puis refaire ce que j'avais fait depuis 7 ans, et puis un petit peu plus même ailleurs qu'au Prince de Galles, ou alors faire le grand saut. Et finalement, mon choix sera de faire le grand saut parce que je me suis dit que pour vraiment s'impliquer dans un projet, il faut du temps, il faut y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, etc. Et que finalement, est-ce qu'après, ça allait pas être trop tard pour se jeter dans un projet personnel quand on a, pour le coup, 42 ou 43 ans. Donc, je me suis dit, même s'il n'y a jamais rien d'indélébile dans la vie et que tout est faisable à tout âge, mais je sais pas. Le sentiment profond que c'était le moment, en fait. Et moi, je suis une instinctive, moi, je suis une intuitive. Je fonctionne quand même beaucoup au feeling. Et j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté le feeling du moment qui disait non, mais là, en fait, c'est le moment, il faut se lancer. J'ai la chance d'avoir un mari qui me suit dans tout, qui me dit écoute, si t'es absolument sûr. Voilà, donc on a fait tapis, on a mis toutes nos économies, tout ce qu'on avait. Ouais. Waouh. On a hypothéqué la maison, l'appartement, et puis le peu qu'on avait de côté, on a tout mis dans le projet. Puis on est allé voir la banque qui a joué le jeu aussi, qui a mis le reste, et puis on a dit ok, on y va et on se lance, quoi. C'est quoi le premier projet ? Premier projet, c'est la Seine. C'est la Seine, donc avenue Matignon. Donc, et puis le premier projet, surtout, c'est d'essayer de raccrocher rapidement nos étoiles parce que c'est le travail presque d'une vie. Je veux dire, 2 étoiles, c'est quand même énorme. C'est une très belle concentration. J'en rêvais. Vraiment. Et ça avait mis 7 ans à construire au Prince de Galles. Ouais. Avec, encore une fois, toute une équipe qui avait énormément donné, donc qui m'ont suivi d'ailleurs dans l'ouverture de la nouvelle maison. On a pris tout le monde et tout le monde est venu vivre la nouvelle aventure. Mais ouais, c'était très important que le projet personnel puisse concrétiser ces 2 étoiles. C'est-à-dire que je voulais absolument pas qu'elles soient filantes. donc vraiment, c'était très important d'avoir la maison pour les raccrocher au plus vite. Encore plus beau de les avoir, je pense, quand elles portent notre nom. C'est-à-dire qu'on a la chance, pour le coup, de les raccrocher très vite, puisque le guide Michelin décide de nous renouveler sa confiance tout de suite. Et dès le guide 2020, on récupère nos 2 étoiles. Et là, effectivement, le bonheur est décuplé. Enfin, j'ai l'impression de les avoir eu en 2020, finalement, chez moi. Vous êtes mentor aujourd'hui pour beaucoup de chefs, que ce soit directement dans le concours, indirectement. C'est terrible, ça, d'ailleurs. C'est là qu'on voit qu'on vieillit terriblement. Eh bien, je pense qu'on peut toujours être mentor et mentoré. Non, mais bien sûr. mais non, je plaisante, mais bien sûr. Mais je me demande si vous, à ce moment-là, avant de faire le grand saut, vous avez des mentors autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a vachement cette, je sais pas si on peut dire camaraderie dans le milieu de la cuisine, mais j'ai l'impression que voilà, ceux qui sont passés avant nous sont souvent de bons conseils et généreux, quoi, pour nous aider à le faire à notre tour. Absolument, parce que c'est vraiment un métier de transmission au sens très très large. 2 chefs avec qui on a travaillé, mais parfois 2 chefs dont on a simplement croisé la route ou avec qui on a lié une amitié. Évidemment, il y a Philippe Jourdain avec qui j'ai travaillé, dont j'ai été le second pendant 4 ans. Après, j'ai pris sa suite, etc. Il a vraiment été un espèce de papa dans la cuisine, vraiment. Et aujourd'hui, on a des rapports, enfin, c'est devenu plus qu'un chef, puisqu'on est très amis aujourd'hui. Et puis il y a des rencontres. Il y a Anne-Sophie Pic, qui a été le modèle féminin pour moi, vraiment. J'ai un profond respect et une grande admiration parce que ce qu'elle a fait est extraordinaire. Accrocher 3 étoiles dans une maison familiale avec le poids du nom en plus. Enfin, je veux dire, et puis voilà, seule femme 3 étoiles. Donc, et puis humainement, c'est vraiment une personne qui me touche beaucoup et qui est très inspirante, je trouve. Et puis il y a eu sur Top Chef la rencontre avec Jean-François Piège qui a été relativement déterminante pour moi dans ma victoire sur Top Chef saison 2 et puis dans l'installation de mon propos culinaire ensuite, de ma place de chef vraiment. Jean-François Piège m'a fait prendre conscience à quel point c'était important d'avoir une cuisine intime et pas seulement technique, à quel point il fallait se livrer dans une assiette, etc. Voilà, et puis après, il y a les amitiés qu'on tisse. Donc effectivement, moi, mes amis sont Christophe Baquier, Arnaud Donquel, Arnaud Lallemand, David Toutain, Jérôme Banquetel. Voilà, c'est des amitiés qu'on tisse au fur et à mesure. J'en oublie évidemment, mais pour ceux qui constituent vraiment mon socle fort du quotidien. Pourquoi vous avez dit oui pour être jury cette saison dans Top Chef ? Parce que, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'avais le sentiment que c'était le moment. Que c'était le bon moment pour moi, parce que ma maison avait trouvé un petit peu son rythme de croisière. Mes 2 étoiles étaient solides, mon équipe était solide pour me permettre de le faire. C'était arrivé un moment de ma carrière où ça faisait sens, où j'avais envie de transmission, justement, j'avais envie de ce partage d'expérience avec les candidats. Je trouvais que c'était légitime.
à ce stade. Parce que le projet de la saison 15 était chouette, ces 2 brigades aussi, d'être 6 chefs comme ça, de marquer un petit peu un tournant aussi dans la mécanique même du concours. Me retrouver avec les copines Hélène et Dominique en brigade contre les 3 garçons, je trouvais ça très chouette d'aller se titiller un peu comme ça. Et puis, c'était aussi la façon, je pense, pour moi de boucler la boucle de mon aventure personnelle de Top Chef, tout simplement. C'est vrai. Quelles ont été les différences entre l'idée que vous faisiez de la place de jury dans Top Chef et la réalité? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que finalement, je connais bien Top Chef parce qu'au-delà d'avoir gagné la saison 2, j'y suis revenue assez régulièrement en tant que chef invité pour parfois lancer des défis aux candidats, parfois les coacher sur une épreuve, parfois les juger. Donc j'avais pu quand même appréhender un petit peu déjà l'envers du décor. Et puis finalement, tout s'est passé relativement comme je l'imaginais. Est-ce que vous essayez de progresser à ce niveau-là? Est-ce que vous avez Toujours essayé tout au long de l'aventure? Comment est-ce qu'on devient une meilleure mentor? Effectivement, alors ça c'est une très bonne question parce que dans l'exercice du coaching au quotidien, d'aller d'abord chercher le ou les talents qui nous intéressent et puis comment arriver à les révéler, effectivement ça prend un petit peu de temps au fil de l'aventure. Et puis comme on est 6 coachs, on est 3 coachs par équipe, voilà, arriver à avoir chacun sa place et chacun pour pas perdre le candidat non plus, pour être de bons conseils. Donc ça vient au fur et à mesure. Mais moi, je suis arrivée dans l'aventure avec l'envie vraiment de respecter ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie. C'est leur concours. Je suis partie du principe que c'est pas 6 coachs qui s'affrontent. On est là au service du candidat, en fait. Donc, c'est d'abord de lui permettre de vivre son concours comme lui, il en a envie, lui ou elle, hein, évidemment, pleinement. Donc, c'est lui donner les clés pour qu'il puisse se résoudre, lui ou elle. Donc, c'est d'aller chercher sur certains, de les débloquer, sur ceux qui manquaient un peu de créativité, mais qui avaient beaucoup de technique, d'aller mais eux, les amener sur la voie des bonnes réponses, parce que c'est pas à nous de leur donner les réponses, c'est vraiment de les amener avec beaucoup de pédagogie et gentiment sur leur chemin à eux. Donc, pour les plus techniques et les moins créatifs, d'aller les challenger là-dessus, de les obliger comme on m'a challengé moi à mon époque là-dessus, de les obliger à devenir un peu plus audacieux dans l'assiette. Pour ceux qui font preuve de beaucoup d'audace parfois, calmer un petit peu les ardeurs, voilà. Pour ceux qui avaient des assaisonnements des fois un peu puissants, dire attention, voilà, et de les amener comme ça gentiment à comprendre un petit peu que la cuisine, elle doit être aussi très adaptée à son auditoire finalement. Donc jusqu'où vont les partis pris très forts, etc. De gentiment comme ça arriver à non pas les lisser parce que c'est pas ce qu'on veut, mais en tout cas d'arriver à compenser ce qui leur manquait. Et ils viennent pour ça aussi. Hein. Ils viennent dans Top Chef pour apprendre un petit peu d'eux-mêmes et puis continuer à grandir. Donc ils attendent ça de nous aussi. Comment vous repérez un bon candidat ? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement à travers une assiette. Mais l'assiette peut être ratée et parfois on voit qu'il y a quand même une personnalité, qui a un propos, qui a quelque chose. Donc il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui nous auront proposé sur la première épreuve une assiette hyper bonne, hyper belle, hyper lisible. Bon, là, l'assiette est forcée de parler. Et puis, il y a ceux dont on voit, c'était le cas de Valentin, par exemple, même si c'est pas moi qui le récupère dans l'équipe, j'aurais fait exactement le même choix que Dominique, parce que Valentin, on voit le personnage, on voit l'histoire, on voit les fêlures, on voit la passion de la cuisine. Quand il parle de cuisine, quand il parle de la Bresse, quand il parle de tout ça, il se trompe un peu dans son épreuve, finalement, en faisant un gâteau, mais ça, c'est pas grave. On voit qu'il y a un cuisinier derrière et on voit qu'il va avoir quelque chose à raconter. Donc voilà, donc c'est très aléatoire, ça dépend vraiment de chacun. À l'inverse, voilà un Quentin que vous avez reçu aussi, je crois. Un Quentin, on voit tout de suite que techniquement, on voit qu'il est dans une grande maison. On voit que malgré qu'il soit jeune, il y a de la technique, on voit qu'il y a du détail, etc. Mais on voit aussi que c'est un garçon timide, qu'il va falloir qu'il se lâche un peu. Enfin, il m'a beaucoup fait penser à moi au début de mon aventure il y a 13 ans. Donc voilà, on va les chercher pour des raisons très différentes. Un Pavel, Dominique va le chercher vraiment pour le coup de cœur humain sur le coup, et puis petit à petit il va se révéler dans le concours, donc c'est très différent. Quel est le plus beau compliment qu'un candidat pourrait vous faire après l'émission ? De me dire que je lui ai apporté quelque chose, que notre échange, en tout cas culinaire, a pu l'aider à grandir. Tout comme je vous dis, ça a été le cas, et je le dirai jamais assez, moi Jean-François Piège est celui qui m'a le plus apporté sur ma saison de Top Chef, et au-delà de Top Chef, vraiment culinairement parlant, il m'a beaucoup aidé à ce stade de ma carrière. Donc je crois que
c'est même pas un compliment, ça me toucherait beaucoup qu'ils disent que notre rencontre et les échanges de cuisine qu'on a pu avoir les ont aidés à être un petit peu meilleurs dans ce qu'ils font, tout simplement. Quel est le plat qui vous a le plus touché ? C'est un plat qui va arriver beaucoup plus tard dans le concours, donc je peux pas vous le dire. Okay. Mais c'est un plat assez audacieux, où d'ailleurs le candidat, quand je descends en cuisine pour le coacher, me dit ça va pas vous plaire du tout, c'est pas votre univers. Et en fait ça m'amuse beaucoup parce que il y a finalement pas d'univers, parce que la cuisine, enfin si, on a des univers, mais finalement la cuisine c'est tellement univers. C'est-à-dire que quand une idée elle est bonne et quand la cuisine est bonne, il n'y a plus du tout d'univers différent, il n'y a plus du tout de cases en fait. D'un seul coup, c'est une espèce d'évidence universelle. Donc ça va arriver un peu plus tard. Donc je ne peux pas vous dire, mais j'aurais aimé avoir cette idée. Vous apprenez beaucoup aux candidats qui font partie de cette saison. Est-ce que vous avez appris Voilà ce que j'allais vous dire. Ils nous apprennent beaucoup aussi. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette saison ? C'est assez génial parce que je trouve qu'il y a une génération de cuisinières et cuisiniers là, en France, qui arrive, qui est absolument étonnante. Ils sont vifs, ils ont 25, 30 ans. Ils n'ont aucun interdit, aucun tabou. Ils se sont mis beaucoup moins de barrières que ce qu'on a pu se mettre probablement nous quand on avait 18 ou 20 ans. Ce sont des éponges, ils ont beaucoup voyagé, ils sont extrêmement curieux, ils sont passionnés. Donc du coup, le champ des possibles est ouvert. Et je dois dire que je les ai vus parfois faire des choses que j'aurais pas imaginé faire et qui au final donnent des résultats assez géniaux. Donc après il y a des trucs aussi sur lesquels on n'était pas d'accord, mais en tout cas je trouve qu'ils osent, ils ont beaucoup d'audace, ils ont beaucoup d'idées, ils trouvent les techniques pour les réaliser, et je trouve que c'est extrêmement plaisant. Et moi je rentrais le soir dans mon restaurant puisque j'étais vraiment tous les soirs à la Seine, pendant le tournage. J'arrêtais les tournages et je filais en cuisine à la Seine, mais je revenais dans ma propre brigade avec mes équipes très enthousiastes de ce que j'avais vu la journée, en disant voyez, il faut pas. C'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est que ça nous oblige à rester toujours dans le coup et à toujours se renouveler, parce qu'il y a une jeune génération qui est là, qui a très faim, qui a beaucoup d'idées, qui est très solaire aussi. Ils abordent la cuisine. C'était ça qui était très agréable aussi d'ailleurs dans cette saison 15, c'est-à-dire que la compétition était là, mais elle était très saine en fait. Il y a eu une ambiance entre eux et avec nous qui était géniale, et en fin de compte, ils étaient tellement passionnés qu'ils échangeaient énormément sur leurs épreuves, sur les techniques, etc. Et en fin de compte, la cuisine, c'est ça, c'est du partage. Donc parfois, on en oubliait presque un peu la compétition. Et c'était assez formidable à voir et à vivre. Vous avez faim de quoi aujourd'hui ? J'ai faim de continuer cette transmission, d'abord avec mes équipes au quotidien dans mes maisons. Moi, je m'amuse beaucoup en fait. Aujourd'hui, je suis arrivée à un moment de ma carrière où je m'amuse énormément dans ce que je fais. Donc, que ce soit encore une fois avec mes équipes dans le restaurant, à continuer de s'améliorer, d'être meilleure, à essayer de leur transmettre, à essayer d'avoir des nouvelles idées, de toujours emmener la maison un peu plus loin. Et je m'amuse beaucoup quand je tourne Top Chef, parce qu'effectivement, d'abord, la bande est super. La bande avec les 5 hôtes était super, donc on a beaucoup rigolé. Et puis quand on passe ces journées à échanger avec Glenn ou avec Paul ou avec Dominique, Hélène ou Philippe sur la cuisine, en fait c'est génial en fait. C'est que du bonheur, c'est que du plus, et ça nourrit encore une fois beaucoup ce que je continue d'être, quoi. Est-ce que votre meilleur souvenir de cette saison, vous pouvez nous le partager, ou il n'est pas encore passé ? Le meilleur souvenir, il est pas encore passé, parce que j'ai envie de vous dire, il y a 15 épisodes à cette 15e saison. Dans cette première partie de parcours. Dans cette première partie de parcours, j'ai adoré l'épreuve food porn avec Quentin et Jorik. J'ai trouvé ça assez chouette, ça colle quand même à l'époque. C'est ça qui est très intéressant dans Top Chef, c'est qu'il n'y ait pas une seule façon de voir la cuisine. C'est que d'un seul coup, la cuisine, elle peut être gastronomique, elle peut être food porn, elle peut être bistrot, elle peut être... voilà. Parce que dans la vraie vie, c'est comme ça. Et donc, d'avoir cette épreuve un peu avec ce côté Instagram, etc., d'abord être suffisamment catchy sur un visuel et en même temps être très bon sur une dégustation derrière, je trouve que ça demande un exercice qui est tout à fait contemporain, qui correspond à l'époque. Et j'ai adoré, parce que c'était une des rares fois où finalement on a coaché toute seule des candidats. Et c'était assez chouette, parce que ça permet aussi d'aller un peu plus loin dans ses idées. Donc là, si jamais on vous propose la prochaine saison, la 16, vous signez ? On verra, mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette saison 15. Elle était cohérente par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Elle arrivait au bon moment. Donc voilà, donc on verra déjà finir cette saison 15. Mais en tout cas, oui, moi, j'y retournerai avec plaisir si jamais il
y a des velléités à faire une saison 16, si la chaîne a envie, et si ça correspond avec mon emploi du temps et mes projets personnels du moment. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en compte, mais oui, clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette saison 15 et à partager avec les autres chefs, mais surtout avec les candidats qui sont formidables, parce que c'est les candidats qui font le programme. C'est vrai, on en a vu un aperçu. Je remettrai la liste des épisodes qui sont sortis dans la barre de description. On a 2 petites épreuves de fin, c'est notre émission à notre manière. Donc, le petit questionnaire de Proust, un plat qui vous rappelle votre enfance. Le pot-au-feu. Qu'est-ce que vous cuisinez pour un date? J'ai plus de date depuis longtemps. Je suis mariée depuis 20 ans. Mais si je devais avoir un date là... Pour l'anniversaire de votre mari. Allez, je sais pas, un petit filet de sole avec une sauce un peu fleur d'oranger, un truc hyper light, hyper léger, avec beaucoup de saveur quand même. L'aliment que vous détestez? Le fromage. Le plat de la flemme? Le plat de la flemme, des pâtes, mais hyper bien faites quand même, avec un bon assaisonnement. Un plat qui est sous-coté? Un plat qui est sous-coté... Les endives au jambon? Un pays où vous rêvez d'aller pour manger? L'Inde. Une adresse food incontournable à Paris? Food incontournable à Paris, Caché. C'est dans quel arrondissement? C'est dans le 20e. Okay. Si vous ne cuisinez pas, qu'est-ce que vous feriez? Avocate. Votre plus belle rencontre dans le concours? Il y en a plein, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. C'est compliqué parce que... je veux dire, c'est renoncer. Ouais, exactement. Puis alors moi, je suis pas quelqu'un qui renonce trop. Non, mais apprendre à mieux connaître les chefs, évidemment. Et il y a quand même 3-4 candidats qui ont été mes chouchous, mais ils le savent. On le devine à l'écran. Non, mais en fait, on s'attache vachement à tous. Et puis après, c'est l'humain. Il y a des affinités avec 3-4 un peu plus forts qu'avec d'autres. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Lâche jamais rien. Un ou une chef qui vous inspire? Aujourd'hui, ce serait Arnaud Donquel. Et enfin, votre style de cuisine en 3 mots? Simplicité, sincérité, percussion des goûts. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est la petite épreuve de fin. Ouais. Donc, en l'occurrence, vous avez gagné Top Chef, mais on dit aux candidats, peu importe que vous ayez gagné Top Chef ou pas, vous avez la possibilité de gagner l'émission Top Chef d'InPower. On met donc un petit chronomètre, on vous bande les yeux, et le but est de trouver le plus vite possible le nom de ce snack, de ce goûter, de ce... Ok. On a pour l'instant Justine Piluso qui a pris la tête du classement avec 8 secondes et des poussières. Vous pouvez voir. Vous êtes prête pour Top Chef, c'est bon. Ah bah ça y est. Ah bah. Tant qu'il s'agira de... Je suis plus goûteuse que cuisinière moi-même, mais si vous avez besoin de quelqu'un pour tester les plats, je suis là. À partir du moment où je vous le donne, on lance le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Pas mytho. Alors oui. Ah non mais là personne ne pourra vous battre. Vous croyez que j'étais venue pour perdre ou quoi? Ah non mais 3 secondes, c'est quand même incroyable. 3 secondes. Non mais c'est très identifiable. C'est vrai que c'est identifiable. Le palmier... Mais bon, je sais pas dans quelle mesure ça faisait partie en fait de... C'était un de vos goûters d'enfance? Ah ouais, j'adore ça en plus. Ah ouais. Alors pour le coup, j'adore ça. Ok, ah bah on a bien choisi alors. Cool, bah bravo Stéphanie. Bon, vous gagnez Top Chef, record à battre. Ouais. Record à battre. J'adore l'idée. On a encore une dizaine de candidats ou de chefs à recevoir. Mettez-leur la pression, surtout. On va leur dire. Alors Stéphanie Lequelec, elle a fait 3 secondes. Mais merci beaucoup Stéphanie, à vous, en tout cas. C'était très, très cool d'échanger avec vous. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous, qui veulent venir goûter votre cuisine, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige? Bah écoutez, voilà, on a nos 3 maisons. Ouais. La scène Vive et Mam, avec les comptes Instagram, les sites internet qui vont bien. Donc voilà, après chacun ira dans la maison dont il a envie. Génial. Et alors, pour terminer, je partage l'anecdote que pendant le confinement, on m'a proposé de tester, je sais plus si c'était, vous faisiez ça avec Veuve Clicquot, je crois, ou bon, un croque-monsieur à la truffe. Ouais. Qui existe toujours chez Mam d'ailleurs. Ah bah alors, allez-y. Enfin, je l'ai goûté et ma communauté sait que quand c'est pas bon, je le dis. Vraiment, moi, j'ai aucune honte, mais c'était délicieux. Eh ben merci. C'est un des meilleurs, je pense, le meilleur croque-monsieur que j'ai mangé dans ma vie. Merci beaucoup. Donc, j'en reviendrai. Avec plaisir. Merci Stéphanie. Merci à vous.